Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le Panasonic GH5S. C'est parti! Alors oui, je sais, un test du Panasonic GH5S, je suis loin d'être le premier, la bestiole elle est déjà sortie depuis janvier, mais au final c'est pas plus mal pour moi car ça va m'éviter de passer en revue l'entièreté des caractéristiques techniques. Alors de quoi je vais pouvoir vous parler? Eh bien je vais vous donner mon avis depuis mon point de vue. Cela comprend la réalisation d'aftermovie, de films d'entreprise, pub pour réseaux sociaux et aussi films de voyage. Bien entendu, je vais aussi comparer. En bien comme en mal, la référence de comparaison ce sera mon Sony A7S II et je pense que ça risque d'en intéresser plus d'un qui sont dans le même cas que moi. Premier point, sa prise en main. Eh bien, je peux vous dire que ça fait du bien de pouvoir prendre à pleine main son boîtier. Comme vous pouvez le voir, ma main enveloppe complètement la poignée et je suis pas prêt de le lâcher. Si je dois comparer avec mon Sony A7S II, bien regardez mon petit doigt. Il ne sert strictement à rien. À mon avis, il se demande même pourquoi il est là car il ne peut pas toucher le boîtier. Alors ça paraît être du détail, mais si vous faites des vidéos de voyage, après une journée entière, l'appareil ça devient vraiment une extension de votre main. Et si vous n'avez pas cette bonne prise en main, eh bien vous ne serez pas à l'aise au début du second jour. Alors deuxième point, les boutons personnalisables. Il y a 16 boutons physiques qui sont personnalisables. 16. Tout est modulable en fait. Alors je ne vais pas vous faire le détail de ma configuration car ça c'est prévu pour une autre vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 16 accès rapides, il y a peu de chances de louper ces plans. Alors 16 boutons customisables, c'est bien, mais la roue de sélection qui se trouve sur le dessus est encore mieux. Elle permet l'accès rapide à 5 configurations. On a C1, C2, C3 et le C3 contient aussi C3.2 et C3.3 qui sont accessibles depuis l'écran tactile. Donc de nouveau, même chose, avec cela, ça devient vraiment difficile de manquer ces plans. Pour mes configurations, j'ai mis 4K 10 bits 24 images secondes, 4K 8 bits 60 images secondes, Full HD 10 bits 24 images secondes, Full HD 10 bits 60 images secondes et alors du Full HD 8 bits en 120 images secondes. Alors ce qui suit ces configurations faciles d'accès, c'est le menu qui a permis de personnaliser tout ça. J'ai souvent entendu les gens se plaindre des menus Sony et je ne comprenais pas vraiment pourquoi, car je ne voyais rien de choquant et honnêtement, même encore maintenant, je pense que le principe est bon. C'est juste qu'ici, Panasonic met la barre encore plus haut. Tout est simple et clair, c'est super bien organisé et en plus, ils ont même mis une page qui est entièrement personnalisable. Tout ce qui est important pour soi peut y être regroupé. Quand je vois ça, j'ai tendance à me dire que les ingénieurs de chez Panasonic ont vraiment bossé en écoutant les retours des utilisateurs et ils se sont dit « Ok, on va leur mettre à disposition tout ce dont ils ont besoin ». Et d'ailleurs, c'est là que je vois les marques concurrentes ont un train de retard par rapport à eux. Je vais prendre un exemple avec le GH5 qui est sorti en mars 2017. Les gars de chez Panasonic à Osaka, ils se sont dit « Ok, notre boîtier, il cartonne, il fait bien son boulot, mais certains utilisateurs ont fait des remarques sur quelques détails. » Eh bien, on va faire une mise à jour qui va corriger tout ça et apporter des trucs en plus. Sur les autres marques, la plupart du temps, on n'accorde pas forcément beaucoup plus d'importance à la mise à jour, car à part corriger un bug comme une batterie qui se décharge trop rapidement, ça n'apporte rien de plus. Mais ici, quand Panasonic envoie une version 2.0, c'est avec du lourd comme de la 4K à 400 MB seconde. En tant que client, c'est quand même bon de savoir que la marque apporte un produit évolutif grâce à une mise à jour. Alors j'enchaîne avec une des options que je kiffe vraiment et qui devrait être présente sur tous les boîtiers qui favorisent la vidéo, c'est le SynchroScan. Alors le SynchroScan, c'est une option qui permet en fait d'ajuster la vitesse d'obturation au degré près. Généralement, c'est juste 1,25, 1,30, 1,50, 1,80, etc. Eh bien ici, on sait choisir 1,54, 1,62, bref, ce qu'on veut. Dans la pratique, à quoi ça sert ? Pour moi qui fais de l'aftermovie, ça m'évite d'avoir des balayages horribles sur mes plans lorsque les lumières présentes ne sont pas forcément de bonne qualité. Je peux être synchro au degré près par rapport à ces lumières et ne pas avoir un balayage sur mes plans. C'est valable aussi pour les situations en film d'entreprise avec des mauvais néons dans des bureaux ou de l'éclairage de rue pour mes vidéos de voyage. Alors l'autonomie. Ceux qui vous disent faire une journée de tournage avec juste une batterie sur leur GH5S, eh bien vous pouvez les croire. C'est énorme. Moi, j'ai acheté 4 batteries pour le boîtier et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je plaisante pas. Je suis parti 4 semaines en Chine avec et je ne changeais la batterie qu'en fin de journée. Si je dois comparer avec mon Sony A7S II, c'est juste un changement radical. J'avais tendance à appeler mes batteries Sony des tic-tac tellement j'en ai et surtout à la vitesse à laquelle elles se consument. Bon, maintenant, il paraît que Sony a fait un réel pas en avant avec l'autonomie sur les batteries du A9 et du A7 version 3. Alors ici, je vais parler de quelque chose qui est rarement mentionné, le rolling shutter. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rolling shutter, c'est quand l'image du boîtier se déforme dû au mouvement trop rapide.
Je vous mets à l'écran deux arrêts sur image d'un même plan shooté avec le GH5S et mon A7S II. J'avais mis les deux boîtiers sur mon trépied et j'ai effectué plusieurs balayages gauche-droite. On voit vraiment bien la déformation sur le A7S II et ça c'est commun à plein de modèles et d'autres marques. Alors si pour un projet vous avez besoin de donner un look vraiment caméra épaule, eh bien c'est mort car ça va donner une image toute gélatineuse. Alors qu'ici avec le GH5S, j'ai pu tourner des plans en Chine à main levée avec des mouvements saccadés et rapides sans aucun souci. Une de mes caractéristiques préférées sur le GH5S, c'est la possibilité de filmer en 10 bits. En fait, le GH5S permet de filmer du 4K à 24 images secondes 10 bits et du Full HD jusqu'à 60 images secondes en 10 bits. De nouveau, dans le concret, ça fait quoi? Eh bien, pour faire court, un enregistrement en 8 bits, c'est enregistré avec une image avec 256 couleurs, alors qu'en 10 bits, c'est 16 millions de couleurs. Dès qu'on commence à étalonner un peu plus profondément une image, le 8 bits peut vite partir en sucette avec des couleurs qui bavent ou qui se mélangent de façon assez bizarre. Ici, avoir à disposition un enregistrement en 10 bits sur un si petit boîtier, c'est juste incroyable. C'est ralenti maintenant, son slow motion, enfin le VFR pour Variable Frame Rate, c'est comme ça qu'il l'appelle. Déjà, on s'est filmé jusqu'à 240 images secondes. 240 images. Alors, comme le boîtier transfère directement les plans en 24 images secondes, on se retrouve avec des rushs directement au ralenti. Même si ça fait bizarre au début, eh bien, ça devient vite pratique lors d'un D-rush. Comme ces plans se présentent au ralenti, eh bien, on ne manque aucune action. Par contre, pas d'enregistrement audio sur les plans tournés en VFR. Mais bon, ça, c'est pas grave par rapport à la qualité des plans, on fera l'impasse là-dessus. Autre point top, c'est le Dual SD. Alors mettre deux cartes dans son boîtier c'est déjà extra, mais dire aux utilisateurs OK, pour le Dual SD vous pouvez choisir entre différentes options. Ça c'est encore mieux. Si on est parano et qu'on veut un backup, eh bien le boîtier enregistre en double tous les fichiers. Si on aime bien l'organisation, ça c'est mon cas, eh bien le boîtier enregistre la vidéo sur la carte numéro 1 et la photo sur la carte numéro 2. Et après, si on veut juste un enregistrement en continu sans aucun arrêt, eh bien c'est possible aussi, c'est la troisième possibilité. Son format micro 4 tiers. Au début, j'avais du mal car j'avais peur de perdre en profondeur de champ. J'avais peur de perdre les bokeh que j'avais avec mon plein format du A7S II. Et au final, pour ceux qui se posent vraiment la question, je vais vous rassurer tout de suite, il ne faut pas du tout avoir peur. Il faut juste bien comprendre le système de conversion par rapport aux objectifs plein format, c'est tout. Si vous désirez en savoir un peu plus là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai une capsule spéciale là-dessus où j'expliquerai justement la compréhension au niveau des objectifs et comment récupérer les mêmes profondeurs de champ avec un format micro 4 tiers. Alors il y a deux bonus avec ce format, c'est le poids et le prix. Sérieusement, regardez la différence. Ça, c'est mon 1235 2.8 et ça, c'est mon 2470 2.8 plein format. Entre ça et ça autour du cou toute la journée, je ne vous raconte pas la différence car il en faut 3 comme celui-ci pour atteindre le poids du 2470. Et puis le tarif fait plaisir car les objectifs 4 tiers sont en général moins élevés au niveau du prix. Ce qui faisait partie des gros titres sur le GH5S lors de sa sortie, c'était ses performances basse lumière. Et ça tombe bien car à l'heure actuelle, c'est un des points les plus importants concernant mon activité professionnelle, c'est les aftermovies nocturnes. Alors le GH5S par rapport à l'A7S II, ça donne quoi? Eh bien on est vraiment pas loin. Sur ces plans tournés en Chine, on voit vraiment bien que le GH5S maîtrise parfaitement la gestion basse lumière et même si je n'ai pas encore eu l'occasion de l'emmener sur un festival ou concert, je sais que j'aurai aucun problème pour mes réalisations nocturnes. Alors toujours en rapport sur ces gros titres de sa sortie, est-ce que le fait de ne plus avoir de stabilisation intégrée au boîtier pose problème? Alors en ce qui me concerne, c'est non et c'est même mieux. Alors les plans que vous voyez ici sont des plans que j'ai tournés à main levée. Certains sont avec une stabilisation de Premiere Pro et d'autres pas. Alors pourquoi je dis que c'est mieux? Eh bien parce que ça diminue encore plus l'effet du rolling shutter. Dès qu'on comprend le fonctionnement de son matériel et qu'on sait comment le manipuler, eh bien ça ne pose plus aucun souci. Je vous encourage vraiment à aller voir mes vidéos sur mon voyage en Chine car tous les plans ont été faits à main levée et je pense que certains changeront vite d'avis par rapport à la stabilisation intégrée. Alors je pourrais déjà m'arrêter ici que ça me suffirait déjà largement. Rien que pour toutes ces caractéristiques, je suis déjà largement comblé. Seulement voilà, il y a bien plus. Je vais vous citer quelques infos que je compte bien tester dans le futur et d'ailleurs vous faire différentes vidéos dessus. On sait shooter jusqu'en 6K depuis son mode anamorphique. Il y a aussi un nouveau codec d'enregistrement, c'est le All Intra et ça permet une meilleure fluidité lors du traitement sur Premiere. On a à disposition différents modes qui permettent des automatisations comme la gestion des timelapses, un système de follow focus qui permet l'enregistrement de 2 mises au point avec une transition robotisée, un système de téléconversion aussi qui permet d'avoir un zoom de 1,4 sur la 4K et de 2,7 sur de la Full HD sans aucune détérioration. Et ça c'est pas mal car ça rend un objectif beaucoup plus polyvalent.
On a aussi la synchronisation timecode qui permet l'enregistrement simultané sur 2 appareils depuis un câble et encore plein d'autres options évidemment. Alors le GH5S au final, ça donne quoi? Moi me concernant, je suis complètement tombé amoureux du boîtier car en plus de me convenir à 100% sur mes activités professionnelles, j'apprécie énormément le fait de savoir que le matériel est évolutif via des mises à jour. Et puis par rapport au prix, c'est juste affolant de voir tout ce qu'il offre. Si je dois faire un comparatif par rapport aux autres marques, juste sur un point, je vous raconte pas ce qu'il faut débourser pour avoir un enregistrement 4K en 60 images secondes. Après, il y a encore l'enregistrement 10 bits, la possibilité du Full HD jusqu'à 240 images secondes, la possibilité de filmer en 6K via son mode anamorphique, etc., etc. C'est hallucinant. Voilà, je pense avoir couvert une grande partie du GH5S, même s'il y aura encore beaucoup plus à expliquer et je compte le faire via d'autres capsules vidéo dans lesquelles je vous montrerai les capacités du GH5S sur ses modes par exemple anamorphiques, sur son mode timelapse et autres. Et évidemment, il y aura tout un aspect didactique qui vous permettra aussi de comprendre ces expériences et les appliquer à votre matériel. C'en est fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!